Mickey 17 était un des films les plus attendus de cette année. Bong Joon-ho, le réalisateur, devait montrer de nouveau ce dont il était capable 6 ans après Parasite et ses 4 Oscars. Il y avait une grosse pression avec un scénario de SF qui donne envie puisque nous suivons Mickey dans une expédition loin de la Terre et qui a la faculté de renaître à chaque fois qu'il meurt. En somme, ça promettait une énième itération d'un jour sans fin ou du plus récent Age of Tomorrow. Et finalement, c'est pas du tout ça. Mais pourquoi pas ? Ce sera en fin de compte un échec au box-office comme au niveau des critiques, et on comprend vite pourquoi. On va donc revoir le film de manière chronologique pour analyser les sous-lectures qui sont très orientées religion et anticapitalisme. Même si, soyons honnêtes, c'est aussi subtil que Trump. Et c'est bien là le problème. Ainsi commence notre histoire où Mickey nous explique tout le concept en voix off. Son job est d'être un remplaçable au sein d'un vaisseau qui va établir une nouvelle colonie. Grâce à lui, l'expédition pourra tester tout un tas de choses très mortelles, mais pas pour lui car à chaque fois qu'il meurt, sa conscience est sauvegardée et réimplantée dans un nouveau corps tout neuf. Pour participer à la mission, il doit d'abord être engagé. On se retrouve dans cet aéroport, dans ce lieu faisant clairement référence à la tour de Babel, qui je vous le rappelle était une tour construite par les hommes pour atteindre le paradis. On a une rapide présentation du commandant de cette expédition, Kenneth Marshall, qui est un prêtre niveau 100 et aussi une superstar. Et je sais, ça fait beaucoup d'explications, mais c'est important. Joué par Mark Ruffalo, le personnage abusera de toute la non-subtilité possible pour bien te faire comprendre qu'il sera le méchant de notre histoire. Maintenant qu'on a posé les bases, le vaisseau s'envole vers leur destination qui a pour but de créer une nouvelle colonie. Tout est très vite tourné de manière humoristique avec ses différentes morts et on suit un personnage très attachant et un peu bête qui semble accepter son sort sans problème. Ce qui est très logique vu son histoire, Quand il était enfant, il a appuyé sur le bouton de la nitro et ça a envoyé la voiture de sa mère dans le décor. Donc il est devenu orphelin, donc il ne prend aucune décision car elle serait forcément mauvaise. Donc le système l'utilise comme cobaye. On peut dire ce qu'on veut, mais niveau scénar, c'est quand même bien construit. Sauf la fin, qui a été écrite par quelqu'un d'autre, parce qu'elle est vraiment abusée. Nous assistons très vite à toutes les morts de Mickey jusqu'à la dernière version, la numéro 17. Ça, je m'y attendais pas qu'on abandonne si vite le concept même du film, parce que là on est genre à la 30e minute, alors que le film il fait 2 heures. On abandonne complètement le concept, qu'il meurt et revit à chaque fois, mais pourquoi pas ? Franchement, j'étais étonné, mais je me suis dit, allez, j'attends de voir. Ainsi, Mickey, lors d'une sortie, est porté disparu et tout le monde croit qu'il est mort. Dans cette humanité future, la vie humaine n'est plus si importante, surtout pour lui, car il est vite remplacé par une nouvelle version. Cependant, lors de cette mission, les fameuses bêtes qui vivent sur cette planète ne vont pas le manger, ce qui amènera beaucoup de blagues sur le fait qu'il n'est pas comestible. J'ai même un très bon goût! Comme je t'ai dit, tout tourne autour du comique pour ne pas que ce soit dramatique, et c'est à l'image de cette civilisation qui ne prend rien au sérieux. C'est là que commence le vrai film. Mickey va galérer pour entrer à la base et montrer à tous qu'il est encore en vie. Tu crois que tu peux faire passer un truc aussi gros par ici? Si t'essayes de passer en force et que t'abîmes l'entrée, mon entrée, ce sera ta faute. C'est ce qu'elle disait. Mais là, c'est le rebondissement que j'attendais pas. Il se retrouve face à son double, la version 18. Ça, honnêtement, je m'y attendais vraiment pas. Vu qu'ils ont cru qu'il était mort, ils ont imprimé une nouvelle version de lui, et là je me suis dit « Ah !» Franchement, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça m'a étonné. Pour une fois qu'un film m'étonne, ça fait plaisir. C'est franchement bien trouvé qu'on puisse sauter d'un concept à un autre qui est encore plus intéressant. Et assez vite, son double veut le tuer. Dans ce monde, il y a une règle. Tout multiple doit être tué pour éviter que ce soit ingérable. Et surtout, il y a un autre problème. Son double n'est pas vraiment comme lui. Il a plus d'assurance, il est plus méchant aussi, ce qui casse complètement le concept de base du film, et ça aussi c'est cool. Ça va mener à quoi? En fait à rien, car on ne saura jamais comment ont été les autres Mickey. Il y a bien sa petite amie qui aurait pu témoigner des multiples changements entre chaque version, mais non. Alors ça, franchement, j'ai pas compris. Il y avait un boulevard méta qu'ils auraient pu m'emprunter, tu vois, sur ce que l'on croit être, sur la modification des souvenirs, et ce que l'on croit avoir vécu, tu vois, car ça reste de notre point de vue, mais non, rien. Je veux dire, on n'en parle pas, et jamais on en parlera ensuite sur le fait qu'ils sont totalement différents. Apparemment, ça choque personne. Moi aussi. Pendant tout le film, j'attendais que ça réapparaisse, tu vois, qu'il y ait un espèce d'énorme plot twist, mais non. Ça aussi, je sais pas toi, mais il y avait plein de petits détails dans le film qui sont pas du tout expliqués. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un énorme retournement de situation à la fin du film, tu vois. J'avais soif de ça. Et au final, non, c'est complètement lisse. C'est 100% un film américain à la fin. Et t'es là en mode, ah, ok,
Cependant, comme toujours, niveau technique, c'est incroyable, car il y a beaucoup de plans où ils sont à deux à l'écran et c'est super bien fait. J'ai vu le film 2 fois et je n'ai trouvé aucun défaut sur cet aspect. Pourtant, je ziotais, voir s'il y avait des petits bugs ou quoi, et franchement, j'en ai pas trouvé. Ainsi, son double essaye de le tuer en l'envoyant dans le recycleur, mais il réussit à survivre, et c'est là qu'on arrive à la première évolution de notre perso principal. Maintenant qu'il sait que sa prochaine mort sera la dernière, alors il évolue enfin. Une certaine émotion ressort concernant ses différentes morts et on s'attache à lui au travers des différentes souffrances qu'il vit. Jusque-là, il était très naïf et subissait les événements qui lui arrivent. C'est justement en évitant la mort qu'il prend enfin des décisions. C'est le passage à l'âge adulte pour Mickey. On se rend compte qu'un jour, on mourra et qu'il faut faire les choses et non attendre que ça se passe. Maintenant qu'il n'a plus qu'une vie, qu'il prend conscience qu'il est véritablement irremplaçable, un oubliable aux yeux de sa bien-aimée, alors il prend les choses en main. C'est un des points importants du film, ne pas se laisser faire, car sinon le système vous prendra tout, à l'image des fans de Marshall prêts à tout pour le suivre. Si vous vous laissez faire par le système, il vous prendra tout car il vous considère comme remplaçable. Marshall répétera plusieurs fois qu'il a signé pour ça. Signer pour une entreprise, c'est donner des années de sa vie en échange d'un salaire. Et Mickey est représenté comme l'ultime pigeon car il ne se défend pas, notamment ici avec un énorme pigeon. Pigeon qui doit être parisien, je pense. À l'image de son souvenir puisqu'ils sortent d'un supermarché, au lieu de la consommation américaine et embarquent dans une belle voiture rouge. Bon après, là voilà, c'est un des points où le scénar se contredit car notre perso, suite à son traumatisme, n'ose plus agir car c'est en faisant une action, celui du bouton rouge, qu'il perd tout. Et ça aurait été plus logique qu'il ait été dans une situation où il devait agir et qu'il n'ait rien fait. Ça serait allé dans le sens de la morale du film sur le fait qu'il faut agir pour préserver les libertés. Mais bon, allez, c'est pas grave, tu vois, le film je suis tolérant. Ainsi, il va pour dîner avec le grand Manitou, et là, je sais pas toi, mais ça m'a gavé. Si on avait bien compris que Marshall était un capitaliste obnubilé par lui-même, voulant avoir le pouvoir sur tout, il fallait en plus de ça qu'on rajoute du racisme. Mais évidemment... La Terre ne peut pas être sauvée avec tous ces gens marronasses. Je suis désolé, mais moi, il y a si peu de subtilité que là, ça faisait trop, quoi. C'est le truc de trop. Depuis le début du film, oulala, le capitalisme c'est mal, oulala, Marshall c'est un riche donc il est méchant, alors qu'on filme que des acteurs millionnaires. Et là on te rajoute une couche hitlérienne par-dessus tout ça parce que c'était pas suffisant. C'est ce que je reproche au film, c'est que ok c'est tourné de manière comique, mais les thèmes plus sérieux du film qui sont quand même intéressants, eh bien ils ont à gagner à être plus subtils. Parce que c'est tellement pas subtil que j'ai l'impression d'être considéré comme un débile en fait. Tu vois, qu'ils essayent de t'insérer une idée de force dans la tête et qu'ils sont là en mode « T'as pas compris, t'es sûr, t'as pas compris, t'es sûr ?» Ça va, j'ai compris qu'il était méchant Marshall, merci. Tout comme le fait que j'attendais de voir ce qu'ils allaient faire du concept d'être en double. Bah on va faire un plan à 3. Hein ? Pourtant c'est pas une fan de Twilight qui a écrit le scénar. Pourquoi ? Tout comme la brune que perso j'adore, c'est un soupçon d'humanité et de bon sens parmi les persos. Et d'un coup elle disparaît. Elle apparaît, tu te dis elle va avoir une grande importance car ils ont tous les deux la même sensibilité, ils ont tous les deux vu la mort car elle a perdu sa meilleure amie. Enfin bon, il y avait un boulevard pour créer une jolie relation, et en fait non, ça dégage comme ça. Tout comme l'amour de sa vie, à aucun moment elle ne s'inquiète pour son amour. Vas-y, on s'amuse, même pas je te pose des questions, mais bon... On va dire que à ce moment-là, elle est défoncée, donc allez, vas-y, je suis tolérant si tu veux. Là, j'avance un peu car on assiste à un long discours de Marshall, plein de sous-entendus religieux, avec cette pierre qu'il désigne comme la première pierre de cette nouvelle colonie. Vous connaissez bien la phrase, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, pierre sur laquelle ils graveront tous leurs noms, référence également aux tablettes en pierre de Moïse, bon voilà. Là, j'adore ce long zoom au ralenti lorsqu'il dégaine, faisant référence, je pense, à Sergio Leone qui adorait ce genre de plan. Alors, c'est vieux, d'accord, mais si tu connais ce réal, t'as dû quand même reconnaître la référence. Là, j'avance un peu, histoire que ma vidéo soit pas trop longue. Ils kidnappent une bestiole de la planète pour créer une nouvelle sauce. Chacun ses priorités. Moi, j'aurais préféré que leur priorité soit d'expliquer certaines choses du film, ou de pousser les concepts plus loin, parce que des petites brindilles comme ça, au final, c'est pas suffisant. Les bestioles ne sont pas contentes, veulent récupérer le bébé et entourent le vaisseau. C'est là que tu vois un truc intéressant, c'est à quel point les bêtes sont l'exact opposé de la civilisation humaine. Les humains ont dompté la nature en totalité car ils maîtrisent même le cycle complet de la vie avec le recycleur, la mise en mémoire du cerveau et l'imprimante à humain. Mais avec toute cette avancée technologique, elle a perdu son humanité et sa liberté.
Pour eux, il n'y a plus vraiment d'importance à la vie car tout le monde est devenu un remplaçable et un actif du système, qui leur dicte quoi manger, quoi faire et même le moment où ils coucheront. Donc il y a cette dualité entre les espèces qui est intéressante à la fin, même si tous les humains ne sont pas devenus comme Marshall, heureusement. On retient ce moment plutôt touchant où Nasha reste avec lui jusqu'à la fin à chaque fois, alors que tout le monde s'en fout. Nasha, finalement, je l'aime bien. J'ai l'impression qu'elle est mal écrite, car il y a des moments elle est insupportable, et on a l'impression qu'elle en a rien à faire de lui, et d'autres fois, non, c'est vraiment l'homme de sa vie. Autre chose de bien, c'est que leur duo marche. Dans la vie, c'est un combat constant entre notre bon côté et notre mauvais côté. Et les deux Mickey représentent bien ça. Pour survivre, il devra se battre lui-même, battre le côté autodestructeur de l'humain. Ainsi le méchant meurt, je m'y attendais tellement pas, lol, et Mickey 18 se sacrifie. Ce qui est fou, c'est que le film lui-même est au courant que son final est trop prévisible, car en 2 secondes, on se retrouve 6 mois plus tard, comme si la victoire était trop évidente, tu vois. Comme si ça faisait 30 minutes que le spectateur il l'attendait, donc on est là, allez, on finit ça, vas-y, ça dégage. Avant de passer à la fin très bizarre, on peut conclure que ce film parle de liberté perdue si l'on n'agit pas, si on accepte notre condition de remplaçable. Il faut toujours agir pour les libertés individuelles, car sinon on finira par tout accepter en renonçant à tout. Mais aussi de l'importance de la vie et de ce qu'on en fait au travers des animaux que l'on utilise pour tester de nouveaux produits ou pour asseoir notre autorité. Les bêtes doivent sûrement faire référence à un point noir de l'histoire américaine, la quasi-extermination des bisons sur leur territoire. Puis pour finir, nous, les humains, car de nombreux produits sont testés sur nous et ce n'est que 20 ans plus tard qu'on se dit « Eh mais ce serait pas un peu cancérigène tout ça ?» À l'image de cette nouvelle viande testée sur Mickey. Mais comme je t'ai dit, il n'y a rien de bien subtil dans tout ça, et ça se finit de manière très bizarre car il a une vision de la blonde avec du sang dans la main. Niveau religieux, bon t'as bien compris à quoi ça faisait référence, mais bon, tout ça pour ça. Tout comme lorsqu'il se fait recruter, il parle de l'odeur de cette femme, que ça lui rappelle quelque chose, mais on ne saura jamais quoi. Genre pendant les 3/4 du film, j'étais en mode « Ah, va y avoir un énorme plot twist, tu vois, ils vont expliquer, en fait, la meuf qu'il a rencontrée, en fait, c'est sa mère qui est venue du passé. » Non, en fait non. Durant le film, t'as plein de petits moments comme ça, sans explication. Je m'attendais à un gros retournement à la fin qui nous expliquerait tout, mais non. Du coup, tu ressors de la salle en mode bon bah voilà, je l'ai vu quoi. Il y avait une bonne base, mais tout est gâché par un final qui devrait être interdit aujourd'hui tellement qu'on a trop vu ça, cumulé avec trop peu de subtilité. Oh là. Et c'est dommage, hein. Ce qui fait que tu te dis aussi, c'est qu'il est trop long pour ce qu'il raconte au final. Donc voilà, je comprends l'échec au box-office, comme d'hab Robert Pattinson est excellent, mais niveau scénar, ça vole pas ouf. Concernant Robert Pattinson, je vous conseille l'excellent De l'eau pour les éléphants, j'adore ce film, il est vraiment très très bien. Et puis du coup je te dis à plus, hein.